J'aimerais remercier d'abord les membres du jury d'être présents aujourd'hui et d'avoir surtout travaillé sur cette thèse et d'avoir corrigé cette thèse. J'aimerais remercier tous les collègues et amis qui sont présents et on va y aller pour la soutenance parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour toutes les choses que j'ai à dire. Donc, plan de la présentation. À l'image de la thèse que je présente, cette présentation est un format plutôt classique. Donc, très rapidement, je vais vous présenter certains éléments tirés de la problématique de cette thèse, certains éléments qui sont tirés du cadre théorique, certains éléments qui sont tirés du cadre méthodologique. Je vais vous présenter les principaux résultats qui sont issus de cette thèse-là et finalement, quelques éléments qui sont tirés de la conclusion. Évidemment, c'est une synthèse d'une thèse qui fait plus de 400 pages, donc vous comprendrez que je passerai rapidement sur plusieurs éléments. Donc, éléments tirés de la problématique. Le problème, dans l'évolution récente des universités à l'échelle de l'Occident, un des phénomènes qui est le plus rapporté dans la littérature en enseignement supérieur est le phénomène de la professionnalisation des formations universitaires. Par professionnalisation, on comprend le mouvement où les formations professionnelles universitaires prennent de plus en plus de place à l'intérieur des universités. C'est un phénomène qui a été à la fois conceptualisé, décrit historiquement, qualitativement, quantitativement, et même qui a été critiqué par la littérature en enseignement supérieur. Plusieurs auteurs parlant même d'une dérive vocationnelle des missions universitaires quand on parle du phénomène de la professionnalisation universitaire. Quand on parle de professionnalisation des programmes de formation universitaire, on parle bien entendu de formation professionnelle universitaire. Il y a une littérature sur les formations professionnelles universitaires, donc des écrits scientifiques sur ces formations-là, qui témoignent, eux, très bien, des caractéristiques spécifiques de ces formations professionnelles universitaires qui les distinguent des formations qu'on pourrait dire traditionnelles, libérales, générales, qui s'offrent dans les établissements d'enseignement universitaire. Et qui témoignent également de leur dualité de ces formations professionnelles universitaires, c'est-à-dire des formations qui, tout en étant intégrées dans le milieu universitaire, ont des finalités qui sont dépendantes de l'extérieur de l'université. Donc, on forme des gens non pas pour le milieu universitaire, mais pour des objectifs qui sont à l'extérieur, pour des organisations qui sont à l'extérieur de l'université. Donc, et cette dualité-là amène ou entraîne des pressions contradictoires qui sont vécues par les unités qui sont responsables de ces formations professionnelles et des critiques qui émergent de cette dualité-là. Ces critiques et ces pressions contradictoires amènent des défis pour les unités qui sont responsables de ces formations-là, des défis pour maintenir la légitimité de leur formation à l'égard de ces critiques-là. Si la littérature, si les écrits scientifiques nous parlent bien du phénomène de professionnalisation, témoignent bien du phénomène de professionnalisation, témoignent bien aussi des caractéristiques qui sont propres aux formations professionnelles universitaires, il demeure que la littérature ou les écrits en enseignement supérieur nous témoignent moins bien de comment les unités universitaires gèrent ces pressions contradictoires et cette dynamique ou cette dualité des formations professionnelles universitaires, les stratégies qu'elles mettent en œuvre pour répondre aux pressions et aux critiques qui découlent de cette dualité des formations professionnelles universitaires. Donc, c'est le problème auquel voulait s'attaquer la présente thèse. Donc, question et but de la recherche, comment les unités universitaires responsables de formation professionnelle réagissent-elles aux pressions multiples provenant de leur environnement? Cette thèse, à la lumière de cette question, avait pour but de décrire et analyser les pressions environnementales et plus particulièrement les pressions institutionnelles qui sont vécues par des unités universitaires dans un champ de formation professionnelle donné, soit celui de la formation des directions d'établissements scolaires au Québec, et des stratégies qui sont mises en œuvre par ces unités universitaires en réponse à ces pressions environnementales et plus particulièrement ces pressions institutionnelles. Pourquoi la formation des directions d'établissements scolaires au Québec?
le champ de la formation des directions d'établissement a connu d'importantes transformations dans la plupart des pays occidentaux. Et donc, on a transformé cette formation-là en réponse d'abord aux réformes que connaissent plusieurs pays, aux réformes à la fois administratives et aux réformes pédagogiques que ces pays connaissent dans leur système éducatif. Aussi, on transforme cette formation-là parce qu'on attend des directions d'établissement scolaire dans ces transformations-là des rôles accrus et plus complexes, et aussi parce que les corps de direction d'établissement à l'échelle internationale sont dans un mouvement de renouvellement important. Et on constate dans ce mouvement de renouvellement une pénurie de candidatures qualifiées. Et finalement, il y a des critiques aussi qui ont été posées sur la qualité des programmes de formation qui sont mis à la disposition des nouvelles directions d'établissement. Donc, l'ensemble de ces facteurs-là font en sorte que c'est un champ qui connaît beaucoup de transformations. Le Québec ne fait pas bande à part dans cette situation-là. Donc, depuis le début des années 90, les unités qui sont responsables de cette formation ont été appelées à transformer cette formation-là face aux changements qui ont été apportés dans le système éducatif québécois, changements qui interpellent en premier lieu les directions d'établissement. Et dans le champ de la formation des directions d'établissement, il y a plusieurs logiques qui s'entrechoquent, qui cherchent ces logiques-là à déterminer les formes, les contenus, les outils, les finalités que peuvent prendre cette formation-là. Brassard souligne dans cette dynamique-là que le maintien du caractère universitaire et professionnel de cette formation, qui est garant de sa légitimité, n'est pas sans poser certaines difficultés. Donc, le cas de la formation des directions d'établissement au Québec est un cas qui reflète bien cette dualité des formations professionnelles universitaires et la complexité de gérer cette dualité-là. Quelques éléments tirés du cadre théorique. Pour analyser le cas de la formation des directions d'établissement, j'ai fait le choix de l'approche institutionnelle. L'approche institutionnelle est une théorie qui est issue de la sociologie des organisations et qui émerge à partir des années 70 et qui s'intéresse plus particulièrement aux relations entre les organisations et leur environnement institutionnel. La prémisse de base de l'approche institutionnelle, c'est que les organisations vont tendre à devenir isomorphes à leur environnement, c'est-à-dire qu'elles vont acquérir la forme ou les pratiques qui sont perçues comme étant légitimes dans un environnement institutionnel donné. L'isomorphisme peut être issu à la fois de grandes pressions sociétales diffuses, mais cet isomorphisme-là va être plus affirmé dans des champs organisationnels bien définis, où différentes pressions vont agir. Ces pressions-là, bon, d'abord, il y a des pressions institutionnelles, des pressions régulatrices, normatives et des pressions culturelles cognitives. Et à côté de ces pressions institutionnelles, on retrouve également certaines pressions de compétition qui agissent sur les organisations, donc des pressions de concurrence et des pressions d'efficacité. J'ai parlé d'un champ organisationnel. Qu'est-ce qu'un champ organisationnel, plus spécifiquement? C'est une communauté d'organisations plutôt disparates qui comprennent à la fois des producteurs, des consommateurs, des observateurs, des conseillers, qui s'engagent dans des activités communes qui sont sujettes à des pressions similaires de réputation et de régulation. Donc, le champ de la formation des directions d'établissement peut être considéré comme un champ organisationnel. On peut l'analyser comme un champ organisationnel. Ces pressions qu'on a mentionnées tantôt, qui évoluaient dans les champs organisationnels, sont porteurs de certaines formes également. Ces formes, donc ces éléments qui sont porteurs, on peut parler, ces champs organisationnels sont porteurs de logique institutionnelle et sont porteurs aussi de différents archétypes qui permettent d'organiser l'action dans le champ et d'outils qui permettent d'appuyer ces archétypes. Dans la thèse qui nous concerne plus particulièrement, dans le cas de la formation des directions d'établissement, ces logiques, les logiques qui influencent les formations professionnelles universitaires, il y a des logiques de normalisation, d'académisation, de professionnalisation, d'universitarisation. Ce sont des catégories de logiques qui ont déjà été relevées par la littérature et qui influencent les formations professionnelles universitaires.
Les formations, ces formations-là prennent des formes particulières, des formes archétypales. Donc, on connaît des formes dans le milieu universitaire qui sont plus spécifiques aux formations universitaires, donc aux professionnels universitaires. Donc, des certificats, dans le cas plus spécifique du champ de l'éducation, des MED, des diplômes, des microprogrammes. Ce sont des formes préétablies de formation professionnelle universitaire. Et ces formations-là reposent sur un ensemble d'outils, donc des objectifs, des conditions d'admission, des populations visées, une structure de programme, des activités, un corps enseignant. Ce sont tous des outils qui appuient ces archétypes-là. Les organisations, face à ces pressions-là, ne sont pas impuissantes. Elles peuvent réagir. Elles ont une forme d'agence qui leur permet d'agir face à ces pressions-là. L'agence, c'est un concept qui émerge plus récemment dans la théorie néo-institutionnelle. C'est la capacité qu'ont certains acteurs d'avoir un effet sur le monde social en altérant les règles, les liens de relations ou la distribution des ressources. Donc, elles ne sont pas impuissantes et Dimagio, plus récemment, a parlé du concept d'entrepreneurship institutionnel, d'entrepreneur institutionnel, qui définit comme étant, il mentionne cette notion-là en soulignant « New institutions arise when organized actors, ce sont eux les entrepreneurs, with sufficient resources, see in them an opportunity to realize interests that they value highly. » Donc, les acteurs peuvent modifier, peuvent transformer les institutions. Il y a une agence qui est possible de la part des organisations et des gens qui y évoluent. Et une des études qui s'est intéressée plus à cette notion d'agence et aux stratégies que peuvent mettre les organisations et les acteurs mettre en œuvre, c'est Oliver qui a développé une typologie de différentes stratégies que peuvent mettre en œuvre les organisations face à ces pressions-là. Donc, une typologie qui part de l'acquiescement, donc qui est de dire oui à ces pressions-là, jusqu'à la manipulation qui en vient à jouer avec ces institutions-là pour les transformer, pour agir dessus. Donc, à la lumière de ces concepts qui ont été retenus pour cette thèse, la thèse visait certains objectifs spécifiques. Donc, de décrire et d'analyser l'évolution récente de la formation professionnelle universitaire qui était offerte aux directions d'établissements scolaires dans 2 unités universitaires québécoises pour la période allant de 88-89 à 2008-2009, en cherchant plus spécifiquement à mettre en lumière les logiques institutionnelles, les archétypes, les outils qui ont été mis en œuvre dans cette formation-là, la nature de l'entrepreneuriat institutionnel dont cette formation a fait l'objet. Comment cette évolution, par le fait même aussi, était affectée par des pressions institutionnelles diverses, les organisations qui portaient ces pressions-là et les mécanismes sur lesquels elles reposaient. Et les différentes stratégies mises en œuvre par ces unités universitaires pour répondre à ces pressions. Quelques éléments méthodologiques, rapidement. Le design de cette thèse reposait sur une étude de cas interprétative, dite à unité HAC. Donc, c'est un modèle d'étude de cas qui a été développé par Yin, que j'ai repris ici. Donc, le design principal de cette étude de cas, donc, le cas très général, c'est les formations professionnelles universitaires. On rentre plus spécifiquement, je m'intéresse au cas de la formation des directions d'établissements scolaires, encore plus spécifiquement au cas de la formation des directions d'établissements scolaires au Québec de 1988-89 à 2008-2009, et 2 unités en chassé, donc l'Université de Montréal et l'Université de Sherbrooke, qui n'ont pas été choisies au hasard. J'ai choisi ces unités-là parce que au début de cette période-là, c'était 2 universités qui présentaient des profils très distincts. Donc, ces 2 cas-là ont été choisis pour cette raison-là. Collecte de données. Donc, cette thèse reposait sur des entrevues semi-dirigées et sur des corpus de documents. Donc, des entrevues semi-dirigées qui ont été faites auprès des doyens des facultés dans lesquelles se trouvaient ces 2 unités-là, des directeurs de section ou de département selon, et des responsables de programmes et de coordonnateurs. Reposait également sur un corpus de documents composé des dossiers afférents aux créations, modifications et évaluations de ces programmes-là, les PV des réunions où avaient lieu ces transformations, ces changements-là, des documents de planification pour les départements et les facultés et les universités concernées, et un ensemble de données institutionnelles, notamment qui portent plus spécifiquement sur les orientations, sur la diplomation dans ces programmes-là.
Ça, c'est pour les 2 unités. Reposait aussi sur une collecte de données qui a été faite dans le champ plus général de la formation des directions d'établissement. Et là, j'ai eu un peu plus de difficultés dans la collecte de données. Donc, j'ai fait quelques entrevues semi-dirigées auprès d'acteurs du champ et j'ai composé un corpus aussi, composé essentiellement de la documentation officielle produite par l'État qui concernait la formation des directions d'établissement, à la fois la production de la direction de la formation et de la titularisation du personnel scolaire du ministère de l'Éducation et du Conseil supérieur de l'Éducation. Analyse de données, là-dessus, c'est une analyse très classique que j'ai faite. Donc, c'est une analyse de discours, des entrevues et du contenu, des corpus documentaires, des grilles d'analyse fermées dont les catégories étaient issues des différents concepts qui guidaient l'étude, pression, logique institutionnelle, archétype, outils, entrepreneur, stratégie et tactique. Ce sont les principales catégories. Et la logique d'analyse en est une d'appariement entre la réalité observée sur le terrain et les principaux concepts qui découlaient de l'approche que j'avais choisie pour cette thèse. Les données, étant donné la quantité de données que j'avais, ont été analysées avec un logiciel pour m'aider dans cette démarche. Donc, un logiciel plutôt classique, assez reconnu dans le champ d'analyse qualitative, Atlas TI, qui fait une très bonne gestion des documents PDF. C'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi ce logiciel-là. Principaux résultats. Je ne vous présenterai pas l'ensemble des résultats de la thèse parce qu'on serait ici jusqu'à demain matin et peut-être un peu plus longtemps. Donc, je vais vous présenter l'essentiel des constats qui éclairent la question de recherche qui était posée dans cette démarche-là. Mais avant d'aller avec ces principaux constats, j'aimerais vous présenter ce tableau. Parce que ces constats-là ne sont pas issus de nulle part, ils sont issus de 2 portraits que j'ai faits de l'évolution de la formation des directions d'établissement dans 2 unités. Des portraits de cette évolution qui sont en phase. Donc, ces 2 universités ont connu des phases dans l'évolution de leur formation destinée aux directions d'établissement. Donc, à l'Université de Montréal, une première phase de status quo, où la formation n'a pas beaucoup évolué dans cette première phase-là. Une phase de transition où des nouveaux archétypes sont apparus. Et une 3e phase où ces archétypes-là se sont professionnalisés et la formation s'est consolidée. À l'Université de Sherbrooke, il y a eu une première phase où il y a eu un achèvement de l'universitarisation de la formation, où la formation, qui était principalement une formation continue, qui était offerte auprès de commissions scolaires non créditées, et a été intégrée dans le milieu universitaire dans une formation créditée, intégrée dans le programme de maîtrise qui existait. Et par la suite, une phase de consolidation de cette formation-là et qui est suivie par une phase d'évaluation et de renouvellement de cette offre de formation-là. Donc, c'est les 3 phases qu'ont connues ces 2 universités-là dans l'évolution de cette formation-là. Ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est plutôt les constats qui se dégagent de la comparaison de l'évolution de la formation dans ces 2 institutions-là. D'abord, de manière générale, le champ de la formation des directions d'établissements scolaires au Québec a connu une phase de structuration au cours de la période observée, donc de 1988-89 à 2008-2009. Au début des années 80, donc dans la phase, même dans la période qui précède la période observée, le champ de la formation des directions d'établissement est plutôt divisé au Québec. C'est-à-dire que d'un côté, on a des formations générales en administration de l'éducation où certaines directions d'établissement vont se former et de l'autre côté, on a des formations continues, pratiquement sur mesure, qui sont développées pour les nouvelles directions qui rentrent en poste, des formations continues qui ne sont pas nécessairement créditées. Donc, ce sont comme 2 champs qui évoluent un peu séparément et qui ne sont pas, bien qu'ils se parlent, parce qu'ils partagent quand même des ressources des professeurs, présentent quand même un champ, une division. Il va y avoir, au milieu des années 80, la création d'un nouveau programme à Sherbrooke qui va s'appeler PIDEC, programme d'initiation à la direction d'une école, qui va faire un peu une synthèse entre la formation qui était offerte, la formation continue sur mesure qui était offerte dans le milieu, et la formation plus générale qui était offerte dans les universités. Et donc, c'est une formation continue créditée qui va émerger avec PIDEC, qui va être intégrée dans la formation à Sherbrooke, qui va être un événement plutôt perturbateur parce qu'il va faire le lien entre ces 2 champs-là.
La formation aussi va être affectée parce qu'il va y avoir, à partir de la fin des années 80, tout le long des années 90, des transformations importantes dans l'administration de l'éducation au Québec avec la réforme, à la fois la réforme administrative de l'administration de l'éducation au Québec et la réforme aussi pédagogique que va connaître le système éducatif. Ces transformations-là vont avoir des conséquences sur la formation. Le Conseil supérieur de l'éducation va faire des recommandations pour que soit mise en place une formation. Le gouvernement va développer aussi une formation obligatoire. Le gouvernement va développer des orientations qui vont viser à donner une chaire à cette formation obligatoire. Et donc, à la fin des années 90, l'obligation de formation va tomber et les directions, toutes les nouvelles directions vont être obligées de suivre une formation de 30 crédits, donc l'équivalent d'un DESS, dont les 6 premiers crédits vont devoir avoir été réalisés avant leur prise en fonction. Au-delà de cette obligation de formation, qui va être relativement assez bien acceptée par les universités, bien vue, parce qu'elle va évidemment entraîner une croissance importante dans les inscriptions dans ces programmes-là. Un peu plus tard, va être développé un référentiel de compétences. Donc, différentes compétences qui vont chercher un peu à normaliser cette formation-là dans les institutions universitaires. Démarche d'élaboration de référentiel de compétences qui, lui, va être un peu moins bien perçu par les universités, qui vont voir là une espèce de tentative de contrôler leur offre de formation. Dans tous les cas, ces deux démarches, l'obligation de formation et les référentiels de compétences, vont avoir eu comme effet de clarifier davantage les attentes du milieu par rapport à ces formations-là et vont avoir structuré le champ. C'est ça. Donc, il va avoir mis en place des attentes plus explicites pour la formation. Face à cette structuration du champ, dont certains des éléments, dont les unités, il y a certains éléments avec lesquels ils ne seront pas nécessairement d'accord, mais elles vont elles-mêmes faire évoluer leur formation à la lumière de cette restructuration-là et vont même participer à cette restructuration du champ. Donc, dans cette restructuration du champ, ce qu'on constate, c'est que les deux unités vont tendre vers ce qu'on appelle un isomorphisme. C'est-à-dire qu'elles vont tendre par finir à se ressembler à l'égard de plusieurs éléments. D'abord, au plan des archétypes de formation. Ce qu'on constate, c'est que dans les deux unités, il va y avoir implantation de ce que j'ai appelé un continuum de formation de deuxième cycle, construite autour d'un micro-programme, d'un DESS et d'une maîtrise professionnelle, ce qu'on appelle dans le jargon universitaire des programmes gigognes qui s'imbriquent les uns dans les autres. Dans cette implantation d'un continuum de formation, très rapidement, avec l'obligation de formation, le cœur de cette formation, ça va être le diplôme de deuxième cycle, le 30 crédits, qui est obligatoire dans cette formation-là. Dans cette dynamique, le micro-programme va prendre la forme plus d'une porte d'essai ou d'une porte de sortie pour les gens qui vont essayer la formation. Ils vont se dire, bah, ça... peut-être pas pour moi. Donc, c'est une forme de sortie qui permet quand même une sortie diplôme avec une attestation qui n'est pas vue comme un échec quand même. La maîtrise professionnelle, de son côté, va plutôt devenir un lieu d'approfondissement de la formation, d'une formation complémentaire que les unités vont espérer que les directions vont aller poursuivre après leur diplôme de deuxième cycle. Et les deux unités vont aussi tendre à développer un troisième cycle professionnel. D'abord des programmes de diplôme de troisième cycle et les deux universités aussi vont réfléchir, parce que jusqu'à ce moment-là, ils réfléchissaient à la mise en place d'un doctorat dont on est encore aujourd'hui en train de mettre en place et en train de débattre avec la CREPUC sur la pertinence de ces programmes-là. Au plan des outils, les deux universités vont avoir des objectifs plutôt stables au cours de la période, des objectifs qui étaient déjà professionnalisants dans leur forme au début de la période et vont les faire évoluer, certes, mais ne changeront pas tant que ça au cours de la période. Une des distinctions par rapport à l'égard des objectifs, c'est qu'il y a une des deux institutions qui va se développer un référentiel de compétences
Ici, vous la voyez en vert dans la présentation, donc j'imagine que vous doutez quelle est cette institution, donc c'est l'Université de Sherbrooke, qui va mettre en place un référentiel de compétences, alors qu'à l'Université de Montréal, il va y avoir une tentative de mettre en place une approche par compétences à la fin des années 90 et au début des années 2000, mais cette démarche-là ne portera pas entièrement ses fruits, ne sera pas complètement aboutie dans l'évolution de la formation. Au point de vue des conditions d'admission et des populations visées, celles-ci vont s'élargir. Dans un cas, on visait à Sherbrooke davantage des gens qui étaient déjà en fonction. Et avec le temps, l'université va ouvrir et va élargir et va desservir à la fois des gens qui sont déjà en fonction et des gens qui aspirent à la formation, qui ont été identifiés par leur commission scolaire comme étant des candidats potentiels. Ça va être un peu la même dynamique à l'Université de Montréal, donc un peu inversée, où les populations visées n'étaient pas nécessairement des gens en formation initiale, mais de manière générale, la population qui s'est pointée était surtout des gens en formation initiale qui n'étaient pas nécessairement des gens en poste. Et on va, avec le temps, viser davantage des gens qui sont en poste dans l'évolution de la formation. Dans les deux cas, on va rendre la structure des programmes plus flexible avec la mise en place des programmes Gigogne. Et on va chercher à faire en sorte que les activités qui forment le cœur de ces programmes-là soient plus professionnalisantes. Autre tendance qui vont être d'isomorphisme, dans les deux cas, les équipes enseignantes vont devenir plus diversifiées où va à la fois être adjoint des gens qui viennent du milieu et des gens qui vont avoir des profils un peu plus académisants. Dans les logiques qui vont guider la formation, dans les deux cas, et comme en témoignent les archétypes mis en place et les outils, on a tendance à aller vers une logique de professionnalisation plus marquée cependant, comme les deux unités partaient d'un point de départ différent, l'Université de Sherbrooke partant d'un point de départ plus professionnalisant, certaines critiques diraient même normalisant, l'Université de Montréal partant d'un point de départ plus académisant, cette évolution vers une logique de professionnalisation va entraîner dans les deux unités des craintes distinctes. C'est-à-dire, du point de vue de Sherbrooke, vont émerger certaines craintes où on va dire, est-ce qu'on est en train de trop s'académiser ce faisant, en professionnalisant notre formation? Alors qu'à l'Université de Montréal, c'est la situation contraire. La professionnalisation va faire émerger certaines craintes où les gens vont questionner, est-ce qu'on est en train de normaliser la formation? Et dans les deux cas, la logique de professionnalisation va faire émerger dans les deux unités une certaine crainte commune qui est celle du clientélisme. La logique de clientélisme, les deux unités vont un peu se défendre de tomber dans le piège du clientélisme, malgré qu'elles vont s'accuser mutuellement un peu de faire du clientélisme chacune de leur côté. Les deux vont très explicitement dire qu'elles font très attention de ne pas tomber dans le piège du clientélisme. Dans les deux cas, cette évolution s'est faite en cherchant dans les deux unités à équilibrer des pressions multiples. À l'Université de Sherbrooke, dans les premières phases, la stratégie en est une de défiance ou d'évitement vis-à-vis certaines normes universitaires afin d'implanter le modèle de formation plus professionnalisant qui est issu de PIDEL et PIDES, qui est devenu PIDEC. On a intégré ça dans la maîtrise qui était en place en évitant ou en défiant certaines normes universitaires, voire certaines normes qui concernaient plus spécifiquement le corps enseignant et des normes qui considéraient le gabarit des activités proposées. Cette stratégie-là, une fois que le programme va être mieux intégré, va se transformer pour devenir davantage une stratégie de compromis, de négociation, voire de manipulation par la cooptation. Ici, la manipulation ne doit pas être vue comme étant quelque chose de machiavélique, là. La manipulation peut être positive aussi. Donc, une stratégie de négociation, de cooptation en vue de mieux intégrer le modèle de formation au sein de l'université, tout en cherchant à ne pas perdre le point de vue des demandes qui venaient et des exigences qui venaient du milieu. À l'Université de Montréal, c'est un peu différent, mais les stratégies sont similaires. Sauf que la stratégie de défiance et d'évitement était plutôt vis-à-vis d'abord les pressions institutionnelles externes, où on cherchait à maintenir un modèle plus académisant de la formation qui était davantage conforme aux normes de l'Université de Montréal.
Par la suite, avec la transformation de la formation, on va davantage passer dans une stratégie de compromis, de négociation et même de manipulation par la cooptation de gens qui venaient du milieu, en vue de prendre davantage en compte les pressions externes et les intégrer à la formation, tout en ne perdant pas de vue, évidemment, les exigences de l'université. Donc, on voit des stratégies similaires, mais qui sont dirigées différemment dans les deux institutions. Dans tous les cas, ces stratégies, face à ces pressions institutionnelles, sont également médiatisées par d'autres pressions qui se sont faites sentir de manière importante, donc des pressions d'efficacité et des pressions de concurrence. Et ces pressions d'efficacité et ces pressions de concurrence doivent être vues comme étant également à travers la lorgnette de pressions de régulation qui sont imposées par des politiques gouvernementales. Il faut savoir que dans les années 90, le gouvernement a mis en place des politiques universitaires qui ont changé les formules de financement des universités et ont poussé les universités, ce qu'on appelle des formules de financement à tête de pipe. Donc, ont poussé les universités à vouloir avoir plus d'étudiants pour avoir plus de financement. Et ces politiques étaient aussi accompagnées de mesures où on voulait que les institutions universitaires diplôment davantage d'étudiants. Donc, ça a poussé à créer des pressions d'efficacité dans la formation qui n'ont pas été sans effet sur les stratégies mises en place par les deux institutions. Donc, d'un côté, on a dit équilibrer les pressions institutionnelles, mais ce faisant, on nous dit aussi équilibrer des pressions d'efficacité et de concurrence dans les deux établissements. Ces pressions de concurrence, surtout, qui se faisaient de plus en plus fortes vers la fin de la période observée. Ce travail de stratégie, au point de vue ce travail de stratégie a été mis en place par des entrepreneurs dans ces deux institutions. Au début de la période observée, ces entrepreneurs et les deux unités étaient dans une situation plutôt marginale dans les deux établissements, la formation des directions d'établissement n'étant pas au cœur des deux facultés qui accompagnaient, qui intégraient ces deux unités. Cependant, dans les deux universités, cette marginalité-là était vécue un peu différemment. À l'Université de Sherbrooke, c'est ce qu'on pourrait qualifier une marginalité qui était assumée, qui a permis à l'unité de développer son modèle qui était particulier, alors qu'à l'Université de Montréal, la marginalité était davantage subie. Lors de la création des départements, l'ancienne section en administration de l'éducation aurait bien voulu devenir un département, mais elle a été intégrée comme section dans un département plus large, donc un peu marginalisée dans sa situation. Dans les deux unités, l'objectif, tout au cours de l'évolution, ça va être de sortir de cette marginalité, ou pas nécessairement, ce n'est pas un objectif nécessairement visé, mais c'est ce qui va se passer à travers le travail des entrepreneurs. D'un côté, à l'Université de Sherbrooke, se sortir de la marginalité, ça voulait dire, d'une certaine manière, mieux s'intégrer au milieu universitaire, alors que du côté de l'Université de Montréal, ça voulait dire se rapprocher davantage du milieu scolaire. Dans ce travail d'équilibre des pressions, il y a des entrepreneurs qui ont joué un rôle important. Ces entrepreneurs étaient surtout souvent à la tête des unités responsables de ces programmes-là, qui ont joué un rôle primordial parce qu'ils étaient porteurs de logique et également porteurs de tension par rapport à ces logiques. D'ailleurs, certains de ces entrepreneurs sont passés d'une unité à l'autre. Voulant dire qu'au-delà de la concurrence entre les deux unités, il y a aussi eu une collaboration et des échanges entre ces deux universités où il faut dire qu'elles étaient plus proches l'une de l'autre qu'on pouvait le penser parce qu'elles ont partagé des individus. L'importance également des collègues. Ce que montre l'évolution, c'est que ces entrepreneurs avaient besoin de l'appui de leurs collègues pour faire évoluer la formation et aussi l'importance du décanat et de la haute administration. Là, l'Université de Sherbrooke a quand même a pu bénéficier d'un meilleur appui, ou du moins selon les gens que j'ai interviewés, davantage d'appui de la part du décanat et de la haute administration. Plusieurs des membres du département ayant d'ailleurs fait le passage vers la haute administration à l'Université de Sherbrooke. Une autre distinction, c'est l'importance de l'autonomie. À Sherbrooke, ce qui a été souligné, c'est l'importance de l'autonomie. Le secteur de l'administration scolaire ayant agi quasiment comme un département autonome depuis le début de la période, alors que dans le cas de l'Université de Montréal, la section de l'administration de l'éducation se retrouvait dans une situation d'autonomie limitée. Autre élément important, la mise en place d'orientation partagée qui se fait assez rapidement à Sherbrooke, alors qu'à l'Université de Montréal, on a de la difficulté à
établir des orientations communes acceptées par l'ensemble du département pour la formation des directions d'établissement. Dans les deux cas, l'évolution de la formation elle a été stimulée ou contrainte par les choix historiques qui ont été faits par les deux unités, donc par l'empreinte qui a marqué ces deux unités-là. D'un côté, à l'Université de Sherbrooke, on a tout au long de cette période cherché à finaliser, à universitariser un modèle de formation continue qui avait marqué le départ de cette formation-là, ce faisant sans le délégitimer auprès du milieu, et ça s'est fait de l'extérieur vers l'intérieur du milieu universitaire par un entrepreneuriat missionnaire qui s'était fait cette mission-là de développer ce modèle de formation-là et poussé par une demande forte du milieu. Alors que, du cas de l'Université de Montréal, ça a été d'accentuer le caractère professionnel d'un modèle de formation qui était plus académisant sans le délégitimer au sein du milieu universitaire. Ça s'est fait davantage de l'intérieur vers l'extérieur et par un entrepreneuriat d'abord plus conservateur qui a été poussé par la concurrence pour ce faire. Force et limites de l'étude, une des forces importantes de cette étude, ça a été de brosser un portrait très détaillé et nuancé de l'évolution de la formation des directions d'établissement, que je n'ai pas pu mettre en lumière aujourd'hui parce qu'il faut que je le fasse rapidement, mais qui est un portrait qui n'est pas monolithique. Je ne vous ai pas présenté l'évolution de la formation des directions d'établissement, mais comment deux unités ont fait évoluer leur formation avec un isomorphisme, mais avec des caractéristiques particulières. Un cas, la formation des directions d'établissements scolaires au Québec, qui, par le fait qu'elle se passe dans le milieu universitaire, reflète certaines tendances anglo-saxonnes et ce qui garantit une certaine transférabilité des résultats. Et une autre force, une étude de cas qui repose sur des méthodes multiples et des sources multiples, ce qui assure une plus grande crédibilité de ces résultats-là. Côté des limites, ma collecte de données s'est faite auprès d'acteurs et d'entrepreneurs, de gens qui avaient des postes de pouvoir à ce moment-là. Et comme je cherchais des stratégies mises en œuvre, ça donne une perspective agentielle très forte, ce qui pouvait être un des pièges de l'utilisation des travaux d'Oliver, c'est-à-dire, est-ce que, ce faisant, j'ai peut-être pas sous-estimer la force de certaines pressions institutionnelles? Peut-être, mais j'ai quand même cherché à montrer comment, dans les deux cas, la situation historique des deux universités avait tendance à contraindre l'action de ces acteurs-là. Aussi, une perspective limitée sur l'évolution du champ parce que ma collecte de données auprès des organisations du champ a été limitée parce que certaines organisations n'ont pas accepté de collaborer ou n'ont juste pas répondu à mes appels. Et une perspective limitée sur les forces sociétales en jeu, c'est-à-dire que je me suis concentré sur le cas québécois, sur les pressions dans le champ de la formation des directions d'établissement. Et ce faisant, j'ai peut-être pas suffisamment témoigné de pression sociétale plus large. Un exemple, l'approche par compétence est issue de grandes pressions qui viennent d'organismes internationaux bien que j'en témoigne un peu dans cette thèse-là, ce n'est pas au cœur de la préoccupation. Un autre exemple où j'ai pu témoigner de tendances sociétales plus fortes, c'est quand je parle de certaines politiques en enseignement supérieur, mais ça n'occupe pas le cœur de cette thèse-là. À part de la recherche, donc en administration de l'éducation, la recherche offre un portrait qui est complémentaire à certains travaux qui portent sur l'évolution de la formation des directions québécoises dans une ou plusieurs unités spécifiques, à d'autres travaux qui portent sur l'évolution du champ plus global et même de l'administration de l'éducation. En enseignement supérieur, la thèse va prolonger certains travaux qui portent sur les caractéristiques des formations professionnelles et sur les stratégies déployées par les unités dans d'autres champs de formation, notamment en management et en comptabilité. Et en théorie des organisations, la thèse confirme l'intérêt de certains concepts institutionnalistes bien établis, comme celui du champ organisationnel, des pressions institutionnelles. Il pointe également vers l'intérêt, et ça j'en ai moins parlé aujourd'hui, de certains concepts développés plus récemment, comme le pluralisme institutionnel, le travail institutionnel et le leadership dans ces concepts. Piste de recherche future, affiner le portrait de l'évolution du champ de la formation parce que ça a été un des problèmes dans cette thèse-là. Intégrer davantage la question des pressions sociétales plus larges. Ça, je vais devoir adresser ces questions-là dans d'autres travaux. Ailleurs, dans la formation des directions d'établissement, m'interroger sur d'autres universités qui auraient intégré le champ plus tard, comme les universités de l'UQ et plus particulièrement même l'UQAM,
comment elles ont vécu ces stratégies-là, comparer avec des universités ailleurs dans le monde et faire des comparaisons avec d'autres champs de formation professionnelle universitaire, notamment des champs qui sont dans l'éducation qui auraient pu vivre des pressions similaires dans la professionnalisation de la formation et dans d'autres champs similaires comme l'administration de la santé également. Approfondir certaines questions associées à l'approche institutionnelle, la question du pluralisme institutionnel, du travail institutionnel et du leadership sont trois éléments que j'aimerais approfondir à la fois dans la question de la formation des directions d'établissement, mais également dans le cas du travail des directions d'établissement. J'ai été plus long que prévu, je m'en excuse. Je laisse au jury